Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'analogie métaboliste dans le champ de la conception architecturale en 20 minutes, ce qui va être une gageure totale. Alors la question sous-jacente de toute ma contribution sera d'étudier en fait les effets de l'architecture en tant que milieu intermédiaire, en tant qu'enveloppe intermédiaire permettant justement la création d'équilibres variés dans la gestion des échanges entre l'être humain et l'environnement. Alors nous verrons que l'évolution de notre conception finalement de la relation entre le corps et l'environnement affecte directement la conception, la matérialité, voire même la réelle utilité de l'architecture. Alors, avec une perspective qui est tout à fait européenne centrée et qui est assumée, je vais essayer d'expliciter très succinctement trois concepts, donc le métabolisme, l'être humain et l'architecture, en étudiant l'effet de l'architecture sur la dynamique des échanges entre l'être humain et son environnement. Alors, on passe au premier concept, celui de métabolisme. L'étude expérimentale de la structure dynamique du corps humain et des relations physiologiques entre corps humain et environnement se développe très lentement. À l'Antiquité, les philosophes grecs ont développé la théorie des quatre éléments et à partir d'un corpus de textes attribués à Hippocrate, la théorie médicale des humeurs va se développer en partant du principe qu'une personne reste en bonne santé si l'équilibre entre ces quatre éléments et leur qualité est atteint, sinon elle est sujette comme on les appelle, des sauts d'humeur. Alors de manière synthétique et donc sans doute très réductrice, vous avez ici un schéma conceptuel qui vous met en relation quatre éléments, quatre qualités, quatre saisons, quatre couleurs, quatre âges, quatre fluides et quatre tempéraments. Alors il y en a peut-être d'autres, je ne les connais pas. Alors on pourrait avancer qu'une forme de modélisation dynamique et presque circulaire des échanges de matière, d'énergie, voire même d'informations entre les organismes vivants et non vivants semble déjà présente dès l'Antiquité. Bien que cette théorie ait été évidemment invalidée par les sciences depuis très longtemps, nous utilisons encore certaines de ces expressions, avoir un tempérament sanguin, être flegmatique, se faire de la bile, et les définitions actuelles de l'écosystème planétaire mettent souvent en relation dynamique, quatre sous-systèmes, la biosphère pour la vie, la lithosphère pour la terre, l'hydrosphère pour l'eau et l'atmosphère pour l'air. Donc vous voyez qu'il y a quand même des proximités. Alors au XVIIe siècle, l'étude de la structure dynamique des relations physiologiques entre le corps humain et l'environnement devient plus expérimentale. Daniela vous en a parlé avec le travail de Santorio, qui va réaliser justement les premières mesures quantitatives systématiques de divers paramètres vitaux. Mais ce n'est finalement qu'au XIXe siècle que le mot métabolisme apparaît en français. Il vient du mot grec métabolé, donc changement, transformation. Et pour la biologie et la médecine, on pourrait dire qu'il décrit l'ensemble des relations chimiques intra- et extracellulaires à l'œuvre dans le corps d'un être humain pour qu'il puisse se développer, se maintenir en vie et se reproduire. Au milieu du XXe siècle, dès les débuts de la cybernétique, des analogies vont être opérées entre les fonctionnements des systèmes mécaniques et des systèmes naturels. Par exemple, des analogies autour du concept de rétroaction, en comparant des dispositifs électromécaniques de tir antiaérien capables de prévoir sur une base probabilistique les mouvements de l'ennemi et donc de pouvoir abattre des avions. Et par exemple des processus physiologiques d'homéostasie du corps humain, comme la capacité d'un organisme humain à s'autoréguler pour maintenir une température interne constante. Donc il y a des analogies comme ça qui vont se faire, qui au départ n'étaient pas évidentes conceptuellement avec la cybernétique. Dans les années 70, à partir de ces recherches en cybernétique, il y a une approche systémique de la modélisation, cette fois-ci, qui s'est développée en prenant en compte la dynamique et le dynamisme des phénomènes étudiés, à partir notamment des boucles de rétroaction et le schéma tiré du macrocosme, du macrocosme de Joël de Ronet ici, nous montre clairement la modélisation d'un phénomène à partir du concept de boîte noire établissant une frontière autour du phénomène observé, tout en le mettant en relation avec son contexte par la modélisation d'un côté des inputs, donc les intrants, les entrées, et de l'autre côté les outputs, les extrants, les sorties. Tout ça en plaçant le modèle dans le temps par la représentation du feedback, de la boucle de rétroaction permettant la régulation
dynamique du système, tentant de maintenir son intégrité fonctionnelle en tenant compte de l'évolution des effets de l'environnement. Alors selon moi, la définition la plus simple du concept de système, sur laquelle on pourrait se mettre d'accord, elle est donnée par Daniel Durand, tout simplement dans un que sais-je, qui dit « Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique orientés en fonction d'un but ». On ne peut pas faire plus court et plus simple. Et de ce qui précède, avec le prisme justement de la théorie des systèmes, le concept de métabolisme d'un organisme, vivant ou non, serait l'ensemble des règles interdépendantes de circulation et de transformation de flux, matière, énergie, information, à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie de l'organisme pour que celui-ci puisse maintenir son intégrité fonctionnelle. Je passe un peu de temps ici parce qu'il faut bien définir ces trois choses-là. Alors si on passe maintenant au deuxième contexte, celui d'être humain, là les philosophes auront sûrement beaucoup de choses à dire là-dessus. Le mot latin humanus, donc humain, cultivé, civilisé, est issu à la fois de l'humus, donc la terre, le sol, le terrain, mais aussi proche de humilis, donc qui est au sol, qui est humble, qui est soumis, mais aussi de la mens, donc l'intelligence, la mémoire, la pensée. L'être humain, enfin l'humain est donc à la croisée entre la matière et l'esprit. Il sort littéralement de la terre pour émerger par la pensée, par le développement d'un langage articulé. Et des liens existent avec le mot habitus, donc la manière d'être, l'attitude, l'état, l'ensemble des habitudes d'un individu, la manière d'habiter la terre. Et donc le lien fondamental entre l'être humain, enfin, l'humain et l'architecture se trouve déjà à ce niveau-là. Du mot humain, on peut passer à l'expression être humain. Il faut ajouter l'être à l'humanité. L'étymologie du mot être témoigne d'un double sens, à la fois le latin esse, être, donc en référence à une nature ontologique de l'existence, et le latin stare, se tenir debout, en référence à une condition cette fois-ci active de l'existence d'être humain, et donc à la croisée d'un côté d'une existence psychologique et sociale liée à la pensée, et de l'autre d'une condition physique et physiologique liée à la stature verticale du corps. De ce point de vue-là, équipé d'un inné qui est à l'origine insuffisant pour survivre naturellement, entre guillemets, et affecté d'une connaissance limitée du réel malgré l'acquis de ses expériences, l'humain est indissociablement à la fois inachevé et incomplet. Ça va intéresser évidemment les architectes. Inachevé parce qu'il possède des besoins physiologiques fondamentaux dont la satisfaction est nécessaire pour sa survie et dont la plupart des actions nécessitent la plupart de ces besoins nécessitent une action dans le réel. Ces besoins premiers sont universaux, ils sont préculturels, ils doivent être assouvis avant toute sollicitation culturelle. Et donc l'être humain va rapidement prolonger le corps par la création d'outils pour agir sur le réel, créer une seconde nature, comme on l'appelle parfois, une quasi-nature artificielle, agissant en tant que contexte de substitution. L'un des moyens utilisés pour réguler les échanges entre le corps et l'environnement a été d'augmenter graduellement les capacités naturelles de l'enveloppe corporelle en passant de la peau aux vêtements, à l'abri, à l'architecture et à la ville. L'environnement construit au sens large, fait donc partie intégrante de cette seconde nature. Du point de vue de l'incomplétude, l'humain possède donc aussi des besoins psychologiques et sociaux fondamentaux, parce qu'il s'est progressivement émancipé de l'environnement qu'on dit sauvage, tout en développant une aliénation névrotique structurante, une sorte de passage hypothétique de la nature à la culture par le langage, qui est évidemment impossible à dater et il faut plutôt en retenir une forme de processus d'hominisation toujours en cours. À l'échelle de l'évolution, notre espèce se transforme sans doute encore. Alors, au cours de l'évolution, cette combinaison entre l'inné et l'acquis a donné lieu à un monde intérieur, au développement d'un monde intérieur partagé en partie par les êtres humains, partiellement conscients, partiellement inconscients. Et l'architecture est justement utilisée également pour assurer ce type de besoins psychologiques ou sociaux, par exemple en servant de médias porteurs de significations partagées, en régulant l'atmosphère ou la privacité des espaces, ou encore pour fournir une assise existentielle dans un environnement organisé, orienté. Ce qui nous permet de passer au troisième concept, celui d'architecture.
L'étymologie, cette fois-ci, du mot architecture va nous aider. D'un côté, on a un groupe de mots grecs, c'est l'arché, le principe, le fondement premier. Vous connaissez ça très bien en philosophie. L'archein, le commandé, qui a donné en français le préfixe archi, archi, euh, indiquant la hiérarchie. Et de l'autre, on a le mot tectone, donc l'ouvrier travaillant le bois, le charpentier, le maçon, dont l'origine est proche du mot techné, donc l'habilité, l'art, désignant d'abord le maître charpentier en référence explicite aux techniques primitives de construction, où domine évidemment le bois, on va le voir avec la hutte primitive ou la cabane primitive. L'architecte, donc l'architectone, est donc littéralement celui qui commande les ouvriers, celui qui dirige les travaux, et l'architecture est le champ disciplinaire dans lequel il travaille. Alors les théoriciens de l'architecture ont créé de nombreuses analogies entre architecture et organisme, plus particulièrement dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est en fait pour nous l'origine culturellement établie, avec notre regard européen centré, de l'histoire de la théorie de l'architecture, dans le plus ancien traité d'architecture qui nous soit parvenu par l'intermédiaire de multiples copies et traductions dans le De Architectura Libri Tecem, donc les 10 livres d'architecture ou sur l'architecture de l'architecte romain Vitruve. Et donc une première analogie est établie entre l'origine de l'espèce humaine et l'architecture, permettant ainsi de lui conférer une utilité sociale. D'un côté, l'origine de l'architecture viendrait de la nécessité pour l'être humain d'avoir un abri. C'est ce qui exprime le dessin du Trattato di Architectura de Philaret, qui nous montre la dent de Vitruve, confrontée à sa misérable condition humaine, cherchant à s'abriter de la pluie. Et de l'autre côté, la construction originelle de l'architecture serait inspirée directement des formes de la nature. C'est ce que nous montre le frontispice de l'essai sur l'architecture de Laugier. C'est une référence à la hutte primitive qui est souvent utilisée pour justifier l'usage de certains styles en architecture classique et qui est souvent évidemment désincarnée, comme le montre la représentation d'une nature idéalisée, ici avec le positionnement tout à fait parfait de 4 troncs d'arbres ayant naturellement poussé aux 4 angles d'un carré ou d'un rectangle parfait, d'où on aurait pu tirer les ordres classiques. Alors pour revenir au concept d'être humain, l'architecture comble partiellement l'inachèvement par la création de l'habitat et l'incomplétude par l'institution d'un habité, ce qui n'est pas la même chose. L'habitat répond aux besoins physiologiques fondamentaux, celui d'être abrité des conditions physiques de l'environnement à l'aide d'édifices. L'environnement est en partie construit lorsqu'il est occupé par des artefacts produits de l'action du corps et ou de ses prolongements, alors que l'habité répond à un besoin psychologique et social fondamental, celui d'assurer une assise existentielle à l'habitant, l'œuvre architecturale étant instituée en tant que médium, porteur de signification existentielle, édifice, et donc un artefact rendu signifiant qui accompagne la mise en mouvement de l'habitant en quête de sens. Pour résumer, l'architecture est la scène spatialisée des médiations fonctionnelles et symboliques entre l'humain et lui-même, entre l'humain et les autres, entre l'humain et l'environnement. 20 minutes, hein. Alors, dans l'Antiquité, les théoriciens de l'architecture vont multiplier les récits, les fictions, en décrivant les hypothétiques origines naturelles du premier humain et du premier habitat, en justifiant leur théorie. Alors, ici, je vous cite Vitruve qui dit, et c'est assez savoureux hein, de voir cet écrit-là, « Il arriva quelque part que des arbres en masse serrés, battus à coups redoublés par les vents des tempêtes, frottant leurs branches les uns contre les autres, firent jaillir le feu. Terrifiés par cette flamme violente, ceux qui étaient près de cet endroit durent s'enfuir. Puis quand le phénomène s'apaisa, ils s'approchèrent et, constatant le grand bien-être que donnait à leur corps la tiédeur du feu, ils l'entretinrent en y ajoutant du bois, firent s'approcher d'autres hommes et, le leur indiquant par signe, ils leur firent comprendre quelle pouvait en être l'utilité. Les hommes qui ainsi rassemblés émettaient des sons formés par leur souffle fixèrent des mots tels qu'ils les avaient produits dans leur pratique quotidienne, et il advint ensuite comme conséquence qu'en désignant de manière répétée les choses d'usage courant, ils commencèrent à parler et créèrent ainsi un langage commun. Plus loin, il explique comment les premières architectures seraient nées. Alors je cite encore, « Certains des hommes ainsi réunis entreprirent de faire des abris avec des feuillages, d'autres de creuser des grottes au creux des montagnes, quelques-uns, imitant la manière dont les hirondelles bâtissent leur nid, de se faire un refuge avec de la boue et des branchages.
puis observant les abris des autres et apportant du nouveau à ce qu'ils avaient imaginé, ils amélioraient de jour en jour leur type de cabane. Donc, selon la tradition en fait, du mythe prométhéen du vol du feu sacré, Vitruve établit un double lien entre l'être humain et le feu. D'un côté, le feu chaleureux qui donne le bien-être physique pour répondre aux besoins physiologiques. De l'autre, le feu de la connaissance qui fait émerger le langage et de là, les besoins psychologiques et sociaux. Donc, vous voyez que toutes ces choses sont complètement emmêlées pour justifier l'utilité et annoncer ou décrire l'origine supposée de l'architecture. Alors, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Après l'instauration du système métrique, avant l'instauration du système métrique, les bâtisseurs utilisaient régulièrement leur propre corps pour donner des mesures aux édifices qu'ils construisaient. Et de nombreux exemples de rapports ont pu être retrouvés à toutes les époques, dans toutes les cultures. Mais l'un des exemples les plus emblématiques est celui que je vous montre, la pierre de Salamine. Vous voyez clairement dans la pierre une table de mesure gravée sur laquelle les constructeurs pouvaient venir prendre des mesures de référence lors des chantiers. Alors dans le Timée, Platon étudie les sciences à partir de l'être humain, et c'est assez intéressant parce qu'il affirme que le monde sphérique créé par le démiurge, donc le macrocosme, n'avait, je le cite, pas besoin d'un organe qui lui permettrait d'absorber de la nourriture, puis de rejeter cette nourriture après en avoir extrait les sucs, car rien ne sortait du monde et rien n'y entrait d'où que ce soit, puisqu'il n'y avait rien hors de lui. En effet, le monde a été fabriqué de façon qu'il puisse se procurer sa nourriture en se consommant lui-même et à ce que toute action dont il prend l'initiative ou qu'il subit se produise en lui et soit incitée par lui. Donc, déjà chez Platon, il y a cette considération d'un monde, le macrocosme, comme une forme de système fermé, un organisme analogue à l'être humain, le microcosme, où toutes les parties forment un tout. Autrement dit, le corps humain parfait représente de manière analogue le corps planétaire tout aussi parfait. Et les théoriciens de l'architecture vont s'inspirer de ce type d'analogie pour faire coïncider les proportions du plan des bâtiments avec les dimensions du corps humain. Vitruve va introduire clairement cette analogie, je le cite, de même la symétrie et l'accord harmonieux des membres de l'ouvrage même et la corrélation reposant sur une partie calculée entre les parties prises séparément et la configuration de l'ensemble. Dans le corps de l'homme, on trouve la propriété symétrique de l'eurythmie correspondant au résultat visuel de cette symétrie à partir du coude, du pied, de la paume, du doigt et des autres parties du corps. Il en est de même dans la réalisation des ouvrages. Vous voyez que cette chose s'installe, cette analogie s'installe clairement. L'ensemble, une bonne partie des traités jusqu'à notamment la Renaissance et même encore plus tard, des traités de théorie d'architecture vont être affectés de cette analogie. Et je vous cite un passage particulièrement important qui a été analysé, retravaillé, retraduit des tas de fois, encore de Vitruve. De la même façon, les composants des édifices sacrés doivent présenter dans chacun des détails une correspondance proportionnelle parfaitement adéquate à la somme générale de leur mensuration globale. Le centre du corps humain est en outre par naturel le nombril. De fait, si l'on couche un homme sur le dos, mains et jambes écartées, et qu'on pointe un compas sur son nombril, on touchera tangentiellement, en décrivant un cercle, l'extrémité de ses deux mains et de ses orteils. Mais ce n'est pas tout. De même que la figure de la circonférence se réalise dans le corps, de même on en découvrira le schéma du carré. Si en effet mesure est prise d'un homme depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête et qu'on rapporte cette mesure sous la ligne définie par ses mains tendues, la largeur se trouvera être égale à la hauteur, comme sur les aires carrées à l'équerre. Vous voyez ces fameuses ressemblances. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le commentaire de Léonard de Vinci, tel qu'il l'écrit dans son carnet à la même époque de la réalisation de ce tome de Vitruve. Il écrit « Les anciens appelaient l'homme petit monde, ce qui est assurément bien formulé. En effet, si l'homme est composé de terre, d'eau, d'air et de feu, le corps de la terre est de même. Si l'homme a en lui des os qui le soutiennent et une armature de chair, le monde a les rochers qui supportent la terre. Si l'homme a en lui le lac de sang, où croît et décroît le poumon dans la respiration, le corps de la terre a son océan qui lui aussi croît et décroît toutes les 6 heures avant la respiration du monde. Si le dit lac de sang dérive des veines,
qui vont se ramifiant dans le corps humain. De même, l'océan remplit le corps de la Terre d'infinies veines d'eau. Donc vous voyez cette complète analogie à la fois entre la description du macrocosme, la description du microcosme, l'être humain, et les rapports de proportion entre la nature, l'être humain, par l'architecture. Au Moyen-Âge, donc je vais essayer d'avancer plus vite, au Moyen-Âge, les maîtres d'œuvre vont utiliser également les mesures anthropomorphiques pour donner des proportions aux ouvrages qu'ils construisent. L'un des témoignages les plus intéressants qui nous soient parvenus, ce sont les carnets de Villard de Honnecourt. Comme le montre par exemple ici Roland Beckmann, plusieurs figures géométriques ou rapports de proportion ont été ou devaient être utilisés par les maîtres d'œuvre, comme par exemple des rectangles schématisés par un homme debout qu'on trouve dans les carnets de Villard de Honnecourt et qui auraient servi de base pour l'implantation de nombreuses cathédrales. Je vous passe tous les autres types de rapports. À la Renaissance, vous avez Leon Battista Alberti dans le De Re Aedificatoria qui va énoncer ce qui est appelé l'axiome de l'édifice corps. Selon François Chay, il assimile l'édifice à un corps en le naturalisant, en lui attribuant une nécessaire organicité. Dans le traité, le corps est successivement considéré comme résultant de l'application d'une forme à une matière, dont on retrouve l'antéléchie d'Aristote, comme un corps vivant, comme un animal, par exemple un cheval, ou même comme un végétal, dont les parties sont solidaires et subordonnées à une totalité organique. Il n'y a qu'au milieu d'une troisième partie du traité que Alberti fait vraiment référence au corps humain en reprenant les proportions canoniques de Vitruve, mais l'absence de toute référence anthropocentrique est assez unique dans l'histoire des traités d'architecture de cette époque. Alors, des analogies entre édifices et organismes vivants sont explicites aussi du point de vue de la structure. Je cite Alberti, tout toit possède, comme le mur, conformément à notre interprétation, des os. Il parle des poutres, des tendons, les solives, des parties, de compléments, des panneaux ou chevrons, des écorces, il parle de tuiles et de revêtements. Le rapport à ce que les architectes appellent aujourd'hui l'enveloppe, la peau, est déjà présent. Je cite encore Alberti. Dans le mur entier, toutes les parties que nous avons énumérées doivent avoir en commun le remplissage intérieur du mur, ainsi que de part et d'autre de celui-ci les deux faces jumelles qu'on appelle peau ou écorce, dont l'une reçoit à l'extérieur les vents et le soleil, tandis que l'autre protège l'ombre intérieure de l'air. Mais le rapport entre l'écorce ou peau et le remplissage varie en fonction de la diversité des appareils ou des organismes. Alors, on va encore plus loin dans l'analogie. Ici, on est chez Philaret, donc dans son traité d'architecture, et il va convoquer explicitement l'image du corps de l'homme comme générateur des édifications architecturales. Il rapporte l'architecture d'abord au corps humain à travers le mythe de fondation, repris de Vitruve, etc. L'architecture trouverait son origine dans ce geste d'Adam qui aurait joint les mains au-dessus de sa tête pour se protéger des pluies diluviennes au moment d'être chassé du paradis. C'est ce qu'il nous raconte. Il a fait un toit de ses mains et il a donc été probablement le premier homme à construire des maisons. Le geste corporel institue l'acte inaugural et la forme architecturale. Corps et architecture ne font plus qu'un, selon lui, pour former la figure étonnante du corps édifice. Le corps humain devient le modèle de toute architecture. Mais pour Philaret, ce n'est pas seulement le geste inaugural du premier homme qui est à l'origine de l'acte bâtisseur. Il va plus loin. La forme des bâtiments provient de la forme et des mesures de l'homme. Il comporte des vides, des entrées, des lieux creux qui assurent son fonctionnement. Il en est de même pour les édifices. Donc il va plus loin encore de l'analogie et même du point de vue de la conception du bâtiment. Concernant la conception, il considère de manière un peu métaphorique, dans une sorte de dialogue, que, je le cite, le bâtiment est vraiment un homme vivant qui tombe malade et meurt et qui parfois est guéri par sa maladie par un bon médecin. Philaret affirme qu'avant de naître, le bâtiment est tout d'abord conçu. Ainsi que l'homme a besoin d'une femme, selon lui, soit d'un semblable, entre guillemets, pour concevoir un enfant, de même, selon lui, celui qui désire bâtir un édifice a besoin d'un architecte. Celui-ci devient, entre guillemets, la mère du bâtiment. De ce fait, entre guillemets encore, avant d'accoucher, l'architecte doit, entre guillemets, rêver de sa conception, la retourner en tous sens dans son esprit pendant 7 à 9 mois, exactement comme une femme porte son enfant dans son corps pendant 7 à 9 mois. Vous voyez à quel point il y a une liaison forte qui se met en place. Dans un autre traité, là on est chez Francesco di Giorgio Martini,
Il va reprendre aussi l'analogie de l'édifice corps, mais il étend l'analogie à la construction des villes et des forteresses avec une approche idéaliste. Il dit, je le cite, il faut construire la ville et la forteresse comme le corps humain, que la forteresse soit la tête, que l'ancêtre des murailles soit les bras, et que ceux-ci séparément enserrent tout le reste du corps, l'immense ville. La représentation est surtout symbolique. La force est la tête de la citadelle, le marché est le ventre de la ville, le temple est le cœur. Il affirme même, je le cite, que la place principale doit être située au milieu et au centre de la ville, au plus près possible de celui-ci, comme l'est le nombril, au corps de l'homme. Donc on reprend toujours ces histoires-là. Dans ces illustrations, vous voyez que le corps humain est représenté directement dans le plan des architectures, quitte à déformer légèrement le corps pour qu'il corresponde aux proportions idéalisées des architectures représentées. Mais chez Martini, il y a aussi cette ambiguïté qui apparaît assez régulièrement dans l'histoire. Le corps est à la fois le modèle de l'édifice, de la ville, de la forteresse, mais à la fois l'architecture existe à cause de la faiblesse du corps. Donc il y a cette ambiguïté tout le temps entre ces deux manières d'envisager soit le corps à la base de l'architecture ou l'architecture à la base du corps. Alors l'analogie de l'édifice corps, après, est reprise à d'autres occasions. Ici, je vous montre juste une image du XVIIe siècle. Mais nous opérons maintenant un saut historique vers le XXe siècle du côté du Corbusier, l'un des pères du modernisme donc en architecture, et dans son ouvrage Le Modulor, alors qu'il est quand même l'un des initiateurs de la rationalisation, de la machinisation de l'architecture, le Corbusier, qui est toujours un peu plus subtil que ce qu'on ne le pense, renouvelle les systèmes de mesure anthropomorphiques connus des maîtres d'œuvre depuis l'Antiquité pour tenter d'assurer ce qu'il appelle une échelle humaine à ces bâtiments. Et donc le modulor est une réinterprétation de l'homme de Vitruve pour l'âge moderne, adapté à l'ère de l'industrialisation et de la mécanisation de l'architecture, combinant les principes du module et de la section d'or. Alors, au milieu du XIXe siècle, à une époque où les épidémies sont meurtrières, avec les épidémies de la peste et du choléra notamment, il y a un courant de pensée appelé l'hygiénisme qui est apparu, qui a favorisé les pratiques sociopolitiques, mais aussi architecturales et urbanistiques, pour renforcer finalement la préservation de l'hygiène et la prévention de la santé publique. Alors, avec des prescriptions qui étaient parfois médicales, diététiques, sportives. Alors, à l'image du court-métrage ici qui avait été réalisé en 1931 au sujet justement de la Villa Savoye Le Corbusier, et cette idée du corps sain, du corps pur, s'associe parfaitement à l'idée de machine à habiter moderniste, parce que l'habitant d'une ville moderniste est un habitant qui en fait fait un peu de culture physique avant le départ pour la ville. La circulation à l'intérieur de la villa est dynamique. Le film met en scène une femme qui gravit une rampe intérieure. Du pilotis, on monte insensiblement par une rampe, ce qui est une sensation totalement différente selon le Corbusier de celle donnée par un escalier formé de marches, parce qu'un escalier, selon le Corbusier, ça sépare un étage d'un autre, alors qu'une rampe, eh bien, ça relie. Et dans cette maison, il s'agit, selon Corbusier, d'une véritable promenade architecturale offrant des aspects constamment variés, inattendus, parfois étonnants. Donc on sent une transition vers autre chose entre les traités d'architecture plus classiques, plus traditionnels, et ce qu'on va connaître aujourd'hui. Les édifices d'architecture moderne sont conçus comme des objets isolés. Ils sont formalisés à l'aide d'une anatomie rationnelle, des espaces internes de circulation, un squelette structurel et une peau enveloppant, plutôt lisse et blanche, sans ornementation. Ils n'ont pas grand-chose à voir avec leur environnement, ni avec le climat, la culture, ni avec d'autres environnements. L'environnement est progressivement mis à distance. Alors, à partir d'analogies entre le corps et l'architecture, dans les années 60, eh bien, ce type d'analogies vont s'exprimer à l'échelle de la ville. Alors, Daniela en a beaucoup plus parlé. Ici, notamment après la découverte dans les années 50, début des années 50, de la structure de l'ADN, eh bien, vous avez Nobuo Kawasae qui va écrire une introduction célèbre, qui va faire forme un petit peu de manifeste dans un écrit, un ouvrage qui s'appelait Métabolisme, proposition pour un nouvel urbanisme en 1960, et je le cite, il dit « Métabolisme est le nom du groupe dans lequel chaque membre propose de nouvelles conceptions de notre monde à venir à travers ses dessins et illustrations concrètes. Nous considérons la société humaine comme un processus vital
un développement continu de l'atome à la nébuleuse, la raison pour laquelle nous utilisons un mot aussi biologique, le métabolisme, et que nous pensons que la conception et la technologie doivent être une marque de la société humaine. Nous n'allons pas accepter le métabolisme comme un processus naturel, mais tenter d'encourager le développement métabolique actif de notre société par le biais de nos propositions. Les métabolistes japonais apportent des réponses à la densité problématique des villes, la croissance démographique et l'accroissement des flux à travers une vision originale croisant biologie et informatique, on est au tout début de l'informatique, dans une vision de la ville du futur caractérisée par des mégastructures sur pilotis permettant de libérer le sol par de grandes structures flexibles et extensibles pour une population de masse à la croissance organique. Donc, vous voyez un petit peu les types d'analogies qui se mettent en place. À mon avis, je dépasse le temps. Alors, la condition humaine a favorisé la création des villes. La ville est née des besoins physiologiques, psychologiques, sociaux des êtres vivants. Dans le macroscope, Joël de Ronet nous montre que la ville est un lieu d'affrontement entre écologie et économie. Ces deux mots dont l'étymologie est également liée à celle de l'habitat. Du côté du mot écologie, donc ça vient évidemment de Haeckel, du mot allemand ocologie, donc du naturalisme, et le mot écologie vient de oikos, donc la maison, la demeure, et de logos, donc la science, la raison. Il signifie littéralement la science de la maison au départ. Par extension, la science de l'habitat ou la science de l'environnement. Alors que le mot économie, qui vient de oikos, donc la maison, la demeure, et la nomos, la règle, l'économie, c'est littéralement la règle de conduite d'une maison. Et par extension, l'art de gérer correctement ses biens en évitant les pertes. Donc dans la maison, de la maison, du foyer, l'économie s'est par la suite étendue à la société dans son ensemble. L'économie s'est étendue quelque part à la ville. Par analogie avec d'autres structures organiques telles que le récif de corail, la ruche, la termitière, et la ville est parfois modélisée par analogie comme étant un organisme vivant, là où s'affrontent justement l'écologie et l'économie. Alors elle reçoit des inputs, des énergies, des aliments, de l'eau, des matériaux, elle autorégule les relations entre ses habitants par des taxes, des impôts, le travail, la culture, et elle produit des outputs, des déchets, de l'énergie, de la culture également. À l'intérieur de la ville, chaque édifice possède son propre métabolisme localisé, chaque édifice consommant également de l'énergie et des produits, et produisant également des déchets. De la même manière, à l'intérieur de chaque édifice, chaque habitant consommant de l'énergie et produisant des déchets. Si bien que pour Joël de Ronet, on ne doit pas craindre l'analogie entre une ville et un organisme vivant, à condition également de placer cette expression entre guillemets. Après le vêtement, mettant à distance le corps et de l'individu de l'autre, entre le corps humain et l'environnement. Après la cabane et la maison opérant une mise à distance entre ses habitants et l'environnement, la ville est donc une forme plus complexe de mise à distance entre l'être humain et la nature. Alors, Damien, oui, là, oui, accéléré. Ouais. Donc là, voilà deux exemples que Daniela a montrés. Je n'en parle pas. Je vous montre juste l'exemple ici de Biosphère 2 qui a reproduit un système fermé reprenant plusieurs biomes naturels, recréant artificiellement plusieurs biomes naturels, simplement pour vous montrer d'autres manières de voir l'analogie entre l'architecture et le corps. Alors je ne détaille pas. Ici, juste pour la blague, une architecture qui frise le premier degré et qui nous montre finalement à grande échelle une inspiration du système digestif. Alors, les échelles des choses ont été reprises. Pour la petite histoire, l'anus constitue la sortie de secours du bâtiment, on comprend. Ici, je vous montre simplement d'autres travaux qui ont essayé de théoriser un petit peu ce passage justement entre la Villa Savoie que je vous avais montré du Corbusier, la cité métaboliste japonaise des années 60 et d'autres types d'architecture, où on passe d'une organisation fragmentée de parties déconnectées à une organisation torturée de parties connectées jusqu'à une organisation continue de parties connectées. Ici, vous avez le bâtiment, on peut en reparler à l'occasion si vous le voulez.
D'autres exemples qui montrent comment les architectes se sont saisis des outils informatiques pour cette fois-ci élaborer plutôt des algorithmes morphogénétiques pour générer justement des populations d'occurrences de projets en fonction de paramètres prédéfinis et dans lesquels eh bien, les concepteurs peuvent opérer des sélections optimalisées. Encore ici, d'autres exemples qui montrent des façades intelligentes qui proposent une certaine fonctionnalité organique, une mise en relation entre les habitants et les enveloppes ou les espaces architecturaux. Et enfin, d'autres concepteurs qui ont déplacé la corporalité de l'être humain et la matérialité de l'architecture vers des espaces virtuels, vers le cyberespace pour développer une forme de réalité, de vie artificielle. Et si j'ai encore 2 minutes, je fais du coup une conclusion parce que c'est quand même là que je voulais arriver. Donc, l'évolution de notre conception de la relation entre l'être humain et l'environnement affecte directement la conception, la matérialité, voire même la réelle utilité de l'architecture au sens où nous la connaissons aujourd'hui, établie à partir de matériaux de construction physique. A priori, l'architecture n'est pas un organisme vivant, sauf si vous habitez dans le creux d'un arbre encore vivant. L'édifice est un artefact, un objet créé par la main de l'être humain. Par contre, il peut être conçu, modélisé par l'architecte pour assurer des fonctions dynamiques comme des organismes humains au service des besoins physiologiques, psychologiques et sociaux, en se substituant partiellement à l'écosystème. En ce sens uniquement, par analogie, nous pouvons attribuer fonctionnellement et ou symboliquement une forme de métabolisme à l'environnement construit, de l'échelle de l'abri à celle de la ville. Autrement dit, nous pouvons assurer une fonction organique par le biais de l'environnement construit. Mais le développement moderne de l'environnement construit a fortement mis à distance l'être humain de son environnement naturel. Le contrôle des conforts physiologiques et psychologiques et l'établissement du contrat social ont fortement occulté le contrat naturel. Plus récemment, immergé dans une ère numérique de réseaux et de nuages d'informations, cette mise à distance est encore exacerbée par une tendance à ce que la philosophe Éric Sadin appelle la silicolonisation du monde. De plus, l'hypothèse transhumaniste d'œuvrer au dépassement de la condition humaine nous promet l'advenue d'un processus de transition entre un être humain et un être humain augmenté, à la santé physiologique et psychologique parfaite, qui ne serait sans doute plus un être humain, mais un être humain d'un autre ordre. Ce mouvement va de l'augmentation du corps par les biotechnologies à la création des robots anthropomorphiques dans lesquels nous pourrions à l'extrême sortir de notre corporalité après un mind uploading et habiter dans un nuage de données avec pour habitat un serveur logé dans un robot articulé devenu insensible à la mort. Dans ce cas extrême, le contrat naturel serait totalement occulté. Alors une dernière phrase, parce que là j'ai encore quelques trucs, mais le problème est que l'architecture, fondamentalement, a toujours été conçue jusqu'à notre époque à partir d'une pensée incarnée, une pensée énactée. Donc, à partir d'une relation complète entre l'assise du corps et la conscience qui, elle, va plutôt vers les étoiles, vers le psychologique, le social, la culture. Et donc, pour conclure, la question sous-jacente à cette intervention est simple. Sachant que l'immatérialité du cloud est mythique, parce qu'elle nécessite la silicolonisation physique du monde, notamment matérialisée dans l'architecture des data centers, des infrastructures, des mises en réseau, des objets connectés, l'architecture telle que nous la connaissons aujourd'hui, à force de développer des analogies métabolistes, deviendrait-elle complètement obsolète? N'aurait-elle plus aucune utilité pour d'hypothétiques post-humains? Plus aucune raison de ménager des espaces artificiels, fonctionnels ou symboliques, destinés à être habités par des êtres dont la pensée ne serait plus énactée? À l'inverse, et c'est là que je conclus, l'architecture ne serait-elle pas justement un moyen privilégié et utile pour énacter la pensée de l'être humain, pour introduire la conscience dans les corps vivants, en mettant en valeur le contrat naturel, de manière à équilibrer la fuite du contrat social vers les réseaux sociaux. Voilà, je m'excuse vraiment pour le temps. Merci beaucoup, Damien. Mais on va continuer avec la philosophie, avec un autre regard philosophique, on va dire, de Nathalie Frogneux. Je te cède la parole directement, Nathalie.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais venir peut-être de manière un peu interrogative en fait face à deux architectes, une urbaniste et un architecte, pour interroger en fait le vocabulaire du métabolisme. Et d'abord, je voudrais me demander donc à partir d'une philosophie du vivant, si on peut vraiment parler de métabolisme lorsque l'on parle de ville ou de bâtiment. Donc, je vais faire l'hypothèse que nous avons en fait avec le métabolisme une identité dynamique qui est celle du vivant. Et je voudrais me demander si ce n'est pas finalement une métaphore que d'utiliser le terme de métabolisme en dehors du vivant. Alors, Damien a beaucoup insisté sur le fait que c'était le métabolisme humain, et moi je vais venir évidemment avec quelque chose d'un peu plus large. Charlotte, ça défile bien quand je passe les slides? Oui, oui, très bien. Ok. Et donc, je voudrais d'abord parler du métabolisme comme une individualité organique. Et là, je m'inspire des travaux de Hans Jonas. Pour ceux qui me connaissent, ça n'étonnera personne. Donc, en allemand, on parle de Stoffwechsel, c'est-à-dire qu'il y a un échange de matière. Un échange de matière que je vais placer au niveau de la vie, donc un biocentrisme et pas un anthropocentrisme. Et ça, c'est assez important parce que cet échange de matière est à l'initiative de celui qui métabolise, c'est-à-dire du premier organisme unicellulaire jusqu'aux organismes les plus complexes. Il s'agit bien d'une identité dynamique qui se maintient dans l'existence par une propre action, par une propre performance. Donc c'est son faire constant qui fait sa forme vivante, et c'est à partir de cet échange constant avec le milieu, avec l'extériorité, que la vie apparaît et se développe, donc depuis l'embryon jusqu'au fœtus, du fœtus jusqu'à un corps qui va devenir évidemment adulte, enfin si tout se passe bien avec les échanges du milieu. Donc dans ce cas-là, vous voyez que si on parle d'échange input-output, ou si on parle d'échange d'un centre qui serait inerte et qui irait chercher de l'énergie à l'extérieur et qui rejetterait des déchets, on a affaire évidemment à une métaphore et pas à un usage strict et descriptif du métabolisme. Parce que le métabolisme, donc compris toujours à partir de Hans Jonas, est bien quelque chose de qualitatif et de subjectif, puisque le vivant se maintient comme forme dynamique, identique, alors même que la matière change, et la matière a considérablement changé entre les 3 grammes d'un embryon et les 100 kilos du corps adulte, si je prends l'exemple du corps humain, mais on peut le faire évidemment avec les plantes, et on peut le faire aussi avec les arbres, et on peut le faire aussi avec les animaux. Et donc, ce qui caractérise le métabolisme, c'est que il y a pas de mêmeté de matière. Donc, si on reprend le latin, on n'est pas dans une identité vue de l'extérieur comme constante par un observateur en troisième personne. Ce que l'on voit, c'est que il y a une identité intérieure, une identité interne, par le fait de se maintenir alors même que la matière a changé. Et donc, de cette manière-là, le métabolisme est à la base de ce qui deviendra une subjectivité. Le métabolisme apparaît comme un processus de subjectivation, et donc une identité tout à fait différente de celle de la constante matérielle. Alors, la question que j'avais envie de poser peut-être à Daniela, c'était de lui demander si finalement on n'a pas affaire à une métaphore lorsque l'on parle du métabolisme pour la ville, parce qu'il me semble que la ville est bien quelque chose qui est fabriqué. Damien a insisté sur le fait qu'il y avait une conception de l'architecte et des urbanistes qui vont réaliser quelque chose donc, de l'extérieur. Et alors, on aurait effectivement quelque chose de fabriqué qui échange avec une extériorité. Donc, c'est un peu une opposition qui tombe, une opposition à laquelle les Grecs tenaient beaucoup, qui était celle de la fabrication, poiesis, tandis que la nature, elle, est génération spontanée, fusis. Et donc, il me semble que quand on parle du vivant comme de ce qui est autopoïétique, à la manière de Francisco Varela, par exemple, eh bien, c'est presque une aberration terminologique, puisque précisément, la fusis, c'est la génération.
Et donc, ma question, c'est de savoir si, quand on parle de la ville qui métabolise, est-ce qu'on ne veut pas dire que les vivants métabolisent dans la ville et que donc ils donnent l'illusion que c'est la ville qui métabolise, mais en réalité, c'est bien parce que la ville est occupée par les vivants. Je vous prends l'exemple de Pripyat, évidemment, qui a été, donc c'est la ville juste à côté de Tchernobyl, qui a été soudain abandonnée alors qu'elle était toute nouvelle, et on voit que ce qui métabolise aujourd'hui, ce sont évidemment les végétaux, et que la ville est cette carcasse inerte si des vivants ne métabolisent plus en elle. Alors ma deuxième question, ce serait de demander si cette métaphore est intéressante pour penser la ville. Pourquoi? Parce que, bien sûr, dans le métabolisme, ce qui est essentiel, c'est l'apparition d'une frontière. Le métabolisme va, comme je le disais, faire apparaître une subjectivité, donc quelqu'un qui se rapporte à lui-même et se maintient dans l'existence par les échanges qu'il effectue. Jonas dit en anglais self-concern. Donc on a une frontière qui apparaît et qui va tracer la distinction entre soi et le monde. Alors le monde, l'environnement, le milieu, en tout cas j'aime bien dire le monde parce que Heidegger, le professeur de Jonas, disait que l'animal était pauvre en monde et Jonas évidemment refuse ça. Donc la distinction entre soi et le monde est le fait même de métaboliser, mais même si cette frontière est sans cesse franchie. Et donc là, il me semble que la frontière que trace le métabolisme n'est pas une enveloppe. C'est tout autre chose, évidemment. C'est un processus de différenciation entre soi et le monde qui fait que le monde est de plus en plus objectivé et l'organisme est de plus en plus subjectivé, hein, jusqu'au moment où évidemment le monde fait objet de théories, tandis que la subjectivation arrive à un sujet comme le cogito cartésien. Donc, cette notion de métabolisme, cette façon de tracer une frontière, est très différente de la manière dont nous avons pensé, me semble-t-il, depuis l'Antiquité, la ville comme enclave. Comme enclave humaine en fait dans la nature. Bon, moi je remonterai au cœur de l'Antigone de Sophocle, où on voit que la cité est, alors là on dit cité en grec, je vais revenir sur cette notion-là, mais la ville en tout cas est un lieu politique, le lieu de la communauté humaine, donc il est anthropocentrique, et la ville c'est en fait l'antinature, ce à quoi nous arrachons, la nature est ce à quoi nous arrachons une petite part d'espace que nous allons protéger, circonscrire, séparer, isoler, par la suite murer, enfin avec le Moyen-Âge fortifié, nous allons construire des douves, etc., pour justement préserver l'enclave face à une nature qui est menaçante et qui est extrêmement foisonnante. Alors, aujourd'hui, évidemment, c'est cette question de frontières qui est largement remise en question. Hein, et donc, comment peut-on encore penser cette frontière aujourd'hui? C'est ce que je vais vous poser comme question. Alors que nous sommes à l'ère de l'Anthropocène avec des villes tentaculaires et une nature qui est tellement investie que la frontière entre cette enclave et le reste de la nature est difficilement appréhendée. Alors, j'ai envie de demander une inversion du regard, et je voudrais faire cette inversion du regard grâce à Joël Zask dans son ouvrage Zoocities, qui est sorti en 2020. J'ai envie de souligner le sous-titre « Les animaux sauvages dans la ville ». Donc, inverser le regard et ne pas voir tellement la ville tentaculaire qui s'étend vers l'extérieur, mais voir comment une extériorité inattendue peut apparaître. En fait, vous voyez, le livre date de l'an dernier et elle s'interroge sur une double proximité, un choc entre la pandémie du Covid-19, donc la zoonose, le fait que des maladies infectieuses animales atteignent l'humain, et en même temps le fait que le confinement ait rendu visible la présence de certains animaux dans la ville. Alors ce qu'elle va faire en réalité, c'est montrer que le modèle de coexistence concentrique a été remis en question par ce que nous avons vécu l'an dernier. On pourrait appeler ça, elle ne le fait pas, mais c'est moi qui appelle ça, l'heuristique des canards de l'île de la Cité. Elle dit cette image des canards à Paris a tourné en boucle, on les voyait très à l'aise alors que les voitures et les Parisiens avaient délaissé la ville. Et ce qu'elle remet
grâce à cette heuristique des canards de l'île de la Cité en question, c'est en fait, ce qu'elle remet en question, c'est le modèle spatial de répartition des animaux qui serait concentrique. Traditionnellement, on pense la ville comme, vous voyez ma flèche, Charles, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, la ville et les maisons comme ceux qui abritent les animaux. Oui, on la voit, hein. On voit la flèche. Elle n'est pas très grande, mais on la voit. Dans un deuxième cercle, ce que l'on voit, ce sont les animaux liminaires, dans les parcs, dans les jardins. Et puis alors, nous avons une zone beaucoup plus vaste, la zone où se logent les animaux sauvages, les forêts, les déserts, les savanes, etc. C'est ce modèle-là qui prévaut dans Zoopolis. Alors Zoopolis, c'est un ouvrage écrit par Will Kymlicka et Sue Donaldson qui ont écrit une théorie politique des droits des animaux en 2011 en anglais, traduit en 2016. Et l'idée était de penser en fait l'organisation d'une communauté mixte sur la base des droits des citoyens. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, mais si vous voulez, on pourra en reparler. Donc, dans ce modèle de la répartition des droits des animaux selon la citoyenneté humaine, on voyait qu'il y avait des droits de plus en plus étendus vers les animaux qui étaient les plus proches de nous. Donc en partant des animaux sauvages, en passant par les animaux liminaires, on arrivait aux animaux domestiques qui auraient des droits quasiment comme les citoyens. Alors, face à cette Zoopolis, on a un questionnement de Joël Zask qui nous dit mais en fait il nous faut une nouvelle politique urbaine et penser l'espace de manière concentrique et anthropocentrique ne nous convient pas. C'est ce que l'heuristique des canards de l'île de la Cité a mis en évidence. Ce qu'il faut, dit-elle, c'est sortir de l'opposition entre les animaux domestiques et les animaux sauvages, animaux domestiques dans la ville, animaux sauvages hors des murs. Il faut sortir de l'idée que le sauvage est authentique et loin de toute interférence avec les humains. Il faut sortir aussi d'un imaginaire qui fait du sauvage celui qui serait féroce ou dangereux et repenser complètement notre manière de voir les animaux qui circulent dans nos villes. Donc, je n'apprends rien à personne en disant qu'il y a énormément de renards à Bruxelles. Il y a des grillons dans le métro parisien, et c'est ça qu'il s'agit de penser. Les animaux sauvages dans nos villes, ou si vous voulez, les animaux à la fois sauvages et urbains. Alors, si nous les voyons comme nuisibles, envahissants, dangereux, incontrôlables, si nous les voyons comme ceux qui ne devraient pas être dans la ville, parce que la ville n'est pas faite pour eux par définition, puisque la ville est faite pour les humains, eh bien, il faut quand même constater qu'eux semblent bien s'y trouver. Ils s'adaptent, ils ont une plasticité de comportement et même une histoire. Donc, penser les animaux sauvages comme suivant leur seul instinct, c'est beaucoup trop court. Ce qu'il faut, c'est comprendre qu'ils sont imprévisibles pour nous et qu'ils ont des demandes et des attentes et qu'ils entrent dans des formes de relations que nous devons traiter. Donc, ce que Joël Zask nous propose, en fait, c'est de ne plus penser la ville par opposition à la nature et de sortir de l'imaginaire traditionnel qu'a très bien retracé Damien, me semble-t-il. Alors moi, évidemment, je change de question puisque je passe à la question des animaux, mais cette ville n'est pas faite pour les animaux, sauf pour les animaux domestiques, mais là, c'est une toute autre affaire, ni d'ailleurs pour la nature. En tout cas, si elle est faite pour la nature, c'est une nature très particulière, ce sont des plantations dans des pots, c'est une nature qui est domptée sur les terrasses, sur les toits ou éventuellement sur les façades. Mais en tout cas, ce que notre imaginaire collectif nous offre jusqu'à présent, c'est l'imaginaire d'une ville comme élevée. On a parlé de l'édification du corps humain, enfin le corps dressé, le corps debout, etc. Et les grandes tours sont pensées effectivement sur ce modèle-là pour déserter le sol.
Donc, les villes seraient ordonnées et rationnelles, tandis que la nature serait irrationnelle et désordonnée. Donc là, je reviens au XVe siècle avec la cité idéale de Melozzo da Forlì et une reprise par Sophie Payen. Donc, tout est dressé, érigé. Bon, on a Peter Bruegel l'Ancien qui dessine la tour de Babel avec une tour dans la tour, un édifice qui va encore s'élever davantage pour montrer à quel point la tour doit être haute, elle s'arrache au sol. Et puis ici, vous avez reconnu François Scheuten, la tour infinie, Scheuten et Peters. Bon, c'est pas celle de la fresque de Louvain-la-Neuve, mais c'est je pense que c'est un dessin préparatoire. Donc la ville est ordonnée, rationnelle, c'est vraiment l'édifice corps qui, avec le corps humain qui sort en haut de la tour, donc pour montrer à quel point elle est au service de cette édification du savoir et d'un savoir infini. Bon, ici, vous allez me dire que la nature n'est pas très irrationnelle et désordonnée, mais elle est jardinée. Donc, évidemment, ce n'est pas cette nature-là. On voyait mieux la nature irrationnelle et désordonnée au pied de la tour de Babel. Et à Milan, Il Bosco Verticale de Stefano Boeri, c'est la verte verticalité. On reste dans l'imaginaire du contrôle et de l'édification. Donc, ce que nous dit Joël Zask, c'est que la ville vise l'efficacité, la gestion, la bonne gestion des flux, le bon fonctionnement de la vie de ceux qui y habitent. Et ceux qui y habitent, ce sont évidemment des humains. Alors, elle est dominée par la fragmentation, par la segmentation, par les fermetures, les quartiers, les parcs, les murs, les clôtures, etc., le zonage. Je vous ai épargné les photos où on voit les murs entre les favelas à Rio et puis les propriétés extrêmement luxueuses, vous les connaissez sûrement, mais l'idée évidemment c'est que la frontière contrôle, elle crée une opposition à l'envahisseur et donc elle s'oppose à l'envahisseur. Donc ici ce serait plutôt le système immunitaire qui serait à la base de la métaphore de la ville plutôt que le métabolisme comme frontière sans cesse franchie. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a ce choc de la présence des animaux sauvages et qui ne va pas du tout avec l'imaginaire de la ville, puisque les singes sont présentés dans le journal de 20 heures comme des envahisseurs à New Delhi. Donc, ils sont ligotés, maîtrisés, ils ne sont pas au bon endroit. Hein. Comme les mauvaises herbes, elles ne sont pas plus mauvaises que les autres, mais elles ne sont pas au bon endroit. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que la ville est salie par les animaux et que les animaux sont salis, eux aussi, par la ville. Il y a du désordre qui est introduit avec cette idée que les animaux qui ne sont pas au bon endroit, évidemment, comme ils métabolisent, eux, ils vont salir la ville. Mais Joël Zask nous dit c'est surtout parce que nos catégories en fait ne sont pas adaptées à ce que nous sommes en train de vivre. On trouve que c'est un peu décadent pour un petit écureuil de manger du fast-food et pourtant eux d'une certaine manière ils y trouvent un intérêt. Donc ils sont opportunistes, ils s'adaptent à de nouvelles circonstances. Donc, ce qu'il faut peut-être déconstruire, nous dit Joël Zask, c'est l'imaginaire collectif d'un animal sauvage qui est noble, puissant, libre et qui donc est capable de trouver son alimentation par lui-même, alors que l'animal domestique est un animal dompté, dominé, ou éventuellement qui peut rendre des services précis lorsqu'il s'agit d'un animal de rente, d'un animal de somme, etc. Tout ça, ce sont évidemment des catégories anthropocentriques qui nous permettent de classer les animaux selon nos besoins et selon l'utilité que nous en tirons. Mais c'est précisément ça qu'il s'agirait de remettre en question. On a les ours affamés en Transylvanie qui viennent se servir directement dans les poubelles. Et c'est
cette idée, donc, justement, de salissure qui est peut-être intéressante pour penser à un autre type de relation. Et Joël Zask nous propose alors de penser la cité plutôt que la ville. Alors que la ville est un espace segmenté, zoné, fragmenté, la cité serait plutôt une communauté dans laquelle nous devons vivre une vie heureuse, mais qui n'est pas forcément en train de séparer les types de vivants ou de les exclure. Il s'agirait alors de penser plutôt des niches et des corridors pour que les animaux et les humains trouvent leur place, qu'ils puissent coexister en ayant suffisamment de distance et suffisamment de proximité. Il s'agirait de délimiter sans enfermer, de canaliser sans étouffer. Et c'est ça donc qu'elle nous propose, c'est une manière de vivre ensemble qui soit composite, congruente et plurielle. Donc elle reprend l'indémodable Aristote, une sorte de multiplicité. Et dans ce cas-là, ce qu'il faudrait pour qu'une ville soit multispéciste, c'est développer le voisinage. Alors, le voisinage, c'est un partage d'espace avec des besoins différents, des niveaux d'interaction différents, des relations qui ne sont pas celles de l'assujettissement, de la domination et du contrôle, ce à quoi nous forcent les animaux, évidemment, en venant en ville par eux-mêmes. Et donc, elle va opposer le voisinage à la cohabitation. Donc, le fait que habiter serait élire un lieu de domicile, s'installer de manière permanente, etc. Elle choisit quelque chose qui est beaucoup plus... qui a à échelle beaucoup plus variable et beaucoup plus multidimensionnelle. Donc pour elle, la cohabitation, l'horreur de la cohabitation mal comprise, c'est l'exemple de la détention de fauves qui sont un signe de prestige à Dubaï et qui sont malheureusement à la mode pour le moment. C'est qu'il faudrait, c'est plutôt une ville inclusive à géométrie variable qui permet d'inventer des manières de vivre ensemble avec des liens faibles, à la fois proches et distants. Elle insiste sur le fait que nos voisins, nous ne les choisissons pas, ils ont des initiatives, ils n'ont pas les mêmes rythmes de vie que nous, ils n'ont pas forcément les mêmes goûts que nous, etc. Et pourtant, nous vivons avec eux. Donc, il faudrait aller voir évidemment en sociologie du voisinage comment faire face à des relations qui sont à la fois interpersonnelles, mais qui supposent toujours une bonne distance, à la fois proche et distant. Tels sont les liens faibles qui nous permettent de vivre ensemble. Alors, je ne vais pas trop détailler les choses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'il faut laisser vivre, évidemment, ceux qui traversent nos espaces communs, et il faut aussi les observer, parce que nous devons les laisser libres d'interférences, mais en même temps leur donner la possibilité d'exister, c'est-à-dire les accompagner. Chaque voisin doit laisser aux autres les espaces qui lui conviennent, des espaces de circulation et des espaces aussi pour manger, boire et respirer, ce qui suppose un ajustement de notre comportement de manière à ce que ceux qui sont potentiellement gênants dans une perspective très contrôlante, potentiellement envahissants, puissent être nos voisins, et que nous puissions accepter aussi leurs initiatives. Du coup, elle pense la ville comme étendue et comme lieu éventuellement de passage, alors au sol, dans les sous-sols, dans les airs, dans les toitures, dans les gouttières, etc., avec des oiseaux plus ou moins petits ou grands, des rampants, des galopants, etc., enfin toutes sortes d'animaux, afin de trouver, dit-elle, une distance biologique, sanitaire et sociale, parce que ce serait évidemment illusoire de penser que nous pouvons mélanger toutes les espèces. Et à cet égard, elle prend l'exemple de l'arche de Noé, où chacun avait sa niche et où Noé veillait à ce que chacun ait ce dont il avait besoin. Il ne savait pas très bien ce que mangeait le caméléon. Il a dû observer le caméléon pour mettre ce qui était nécessaire à l'alimentation du caméléon. Donc,
accepter que parfois les animaux passent, ça c'est un élan dans les rues dans Courrèges, et les laisser passer vers, dit-elle, une nouvelle alliance. Bon, ça c'est évidemment sa métaphore avec l'Arche de Noé, nous propose une nouvelle alliance pour partager les communs. Et il me semble à cet égard que le métabolisme n'est peut-être pas la métaphore la plus intéressante pour penser nos villes. Voilà, ce que je voulais apporter comme question. Merci Charlotte. Alors, merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup à tous les trois pour ces discussions, ces réflexions très intéressantes. Est-ce que Daniela, puisqu'il y a des questions qui te sont directement adressées, est-ce qu'on commencerait par te laisser un temps de parole pour y répondre, et puis on prendrait l'une ou l'autre question émanant des participants, si ça vous convient, on peut faire comme ça. Peut-être Daniela, tu peux alors répondre aux questions, peut-être Damien aussi, puisque finalement ça peut s'adresser à vous deux, les questions que Nathalie soulève. Est-ce que vous voulez réagir en laissant les participants réfléchir à la question qu'ils voudraient, eux, vous adresser? Oui, je vais peut-être commencer, mais c'est des questions qui impliquent des réponses très articulées. Je vais être très concise et bref. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la fin de la présentation de Nathalie. Effectivement, peut-être il y a d'autres métaphores, justement. Peut-être on peut aller chercher plus loin pour introduire d'autres métaphores qui seraient plus intéressantes que le métabolisme. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que, pour ma part, que l'idée d'amplifier, augmenter la manière dont on modélise les villes à travers le métabolisme, c'est là qu'il y a les chantiers plus intéressants, aller questionner les fondements dans les sciences de la complexité dont on a parlé aussi, Damien, brièvement. Donc, je suis tout à fait parmi ceux qui pensent que le métabolisme a besoin de se refaire, de se reconstituer en champ disciplinaire, aussi en champ de recherche, en commençant par questionnant les fondements épistémologiques de ce champ. Et donc, moi, je trouve aussi, pour ma part, je suis de plus en plus intéressée dans les dernières années. Je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que je voulais pas trop encombrer la présentation, mais je suis de plus en plus convaincue que c'est très important pour le métabolisme de comprendre des questions d'agentivité. Donc, je pense qu'il y avait une ligne sous-jacente à la présentation de Nathalie qui est: quel est le rôle de l'agentivité et de quelle agentivité parle-t-on quand on s'intéresse au flux? Et pour ma part, j'aurai bientôt l'occasion de commencer un nouveau projet de recherche avec Damien aussi, financé par Innoviris Bruxelles, donc sur la question de l'agentivité animale dans les métabolismes. Donc l'idée de comprendre, voilà, comment, quand on veut aller voir le versant non humain, des flux métaboliques, donc quelle est la part de non humain dans les flux métaboliques, donc comment considérer un animal, notre voisin, comment effectivement on rend ça possible, comment on sort de nos propres imaginaires, comment on donne la parole aux non-humains et comment on dessine des villes, on construit des villes pour le non-humain à partir du non-humain, non pas à partir de nous. Donc je pense que là, il y a des questionnements soulevés, entre autres par la présentation de Nathalie, qui sont très pertinents. Et l'autre point que je voulais, juste en réponse à la question de Nathalie, peut-être sur l'aspect frontières, donc l'érosion des frontières. Je trouve qu'il y a beaucoup de frontières internes dans la ville même, au centre de la ville, qui ont besoin d'être érodées, besoin d'être consommées, échangées. Et moi, je pense qu'une manière de le faire est regarder plutôt les questions de résilience. Donc, tu l'as dit, en fait, quand tu as parlé à la fin de la manière dont Joël Zask imagine la ville, c'est une ville avec tous ces espaces d'indécision, ces espaces un peu en attente, qui n'ont pas de fonction figée. Je vois ça très concrètement, ce n'est pas juste des propos, je vois ça très concrètement dans notre métier. Je suis partie du comité scientifique du pavillon Italie de la Biennale qui va être inauguré bientôt, la Biennale de Venise qui va être inaugurée bientôt en Italie. Bah, là, on a vraiment focalisé, le pavillon italien est focalisé sur ça, sur l'idée des communautés résilientes et comment on fait l'empowerment de communautés résilientes en tant qu'architecte, donner des espaces d'indécision, des espaces dans lesquels on n'a pas forcément des fonctions figées, on se laisse la liberté de ne pas définir les choses et que les choses prendront
le place parce qu'apparemment, c'est grâce à ces structures que la ville aurait beaucoup plus de résilience. Donc, je ne développe pas plus que ça parce que sinon, j'irai trop loin. Mais voilà, c'est ces deux aspects, résilience et non humain, que je pense qu'ils sont des chantiers sur lesquels le métabolisme est très attendu. Oui, je veux bien ajouter quelque chose par rapport aux questions de Nathalie sur le fait de savoir si finalement utiliser le métabolisme est une bonne manière de faire des analogies ou etc. Et j'aurais bien voulu juste partir d'un point, c'est que il y a eu des recherches en psychologie là-dessus, mais l'être humain, la conscience de l'être humain est finalement presque conditionné pour, entre guillemets, voir ou projeter une forme de causalité dans les événements qui l'entourent. On a l'habitude de, je sais pas moi, de se mettre quelque part à la place de un animal qui ferait ci ou ça, ou d'un objet qui serait en mouvement, en se disant tiens, cet objet, il me semble qu'il va vite, ou on dirait qu'il va volontairement vite, ou des choses comme ça. Donc on a quand même une tendance psychologique à se mettre, alors c'est pas juste évidemment, à la place d'eux et à projeter sur les vivants, les autres espèces de vivants, des intentions, des finalités, de la communication, des informations que, en tant qu'être humain, nous pourrions sans doute ressentir. De la même manière, si on utilise l'approche systémique, la théorie des systèmes, par exemple, on ne va jamais trouver un système dans la nature entre guillemets. Comme on ne trouve pas une droite, un triangle, un carré parfait, un objet mathématique dans la nature. C'est une construction, c'est une modélisation qui est faite par l'esprit humain, et donc quelque part, dès qu'on modélise, eh bien, on met de toute façon à distance ce qu'on pourrait appeler le réel par rapport à ce que nous imaginons dans notre tête. Sachant ça, à partir du moment où on dit que ce qui métabolise est vivant, hein, c'est ce que Nathalie disait, que ce qui métabolise, c'est à l'initiative qualitative et subjective du vivant, avec des échanges, etc., d'énergie, de matière, d'information, que ce qui métabolise, c'est le fait que le vivant soit à l'origine de la création d'une frontière ou d'une limite entre le soi et ce qui est censé être autour. On peut très bien se dire que finalement, modéliser les choses à partir d'une construction qui n'existe pas en vrai, hein, un système par transposition, en essayant de se mettre entre guillemets à la place d'eux, permet parfois de tenter de se rapprocher finalement d'une compréhension un peu plus profonde de certains phénomènes à observer. Et c'est bien là qu'est l'analogie, le travail d'analogie, et il doit s'arrêter là. Ce n'est évidemment qu'une analogie. Quand on étudie le fonctionnement ou l'évolution que l'on prête à une ville, eh bien, on l'étudie avec nos projections, évidemment, avec une méthode, avec une manière avec une méthode de modélisation. Mais dans l'état actuel, disons, de notre conception du monde, relationnelle, hybridée, variée, mais finalement, c'est sans doute une méthode qui propose des outils intéressants pour la modélisation, la conception des villes, en se disant qu'évidemment, je pense qu'il n'y a plus vraiment aucun architecte qui actuellement considère encore la ville ou la cité, ça dépend des mots qu'on utilise, comme un organe centralisé par cercle concentrique, et que c'est plutôt une sorte de spatialité faite de multicentres qui fluctue, qui change. On pourrait même dire que chaque être vivant, qu'il soit humain ou non humain, possède quelque part son propre point de vue centralisé sur l'environnement qui l'entoure, et que tous ces points de vue sont variés, changeants, évolutifs. On peut dire aussi que certains réseaux ou certains mouvements de certaines espèces vivantes
qu'elles soient animales ou autres, vont parfois s'introduire ou utiliser des réseaux qui parfois ne se croisent pas ou au contraire se croisent, etc. Donc la théorie des systèmes, la métaphore à partir du métabolisme, c'est vraiment c'est une méthode de pensée pour essayer de se rapprocher d'une appréhension, d'une perception de la ville de manière un peu plus complexe, qui prend en compte plus d'acteurs, plus de mouvements, plus d'incertitudes. Voilà. Mais là, évidemment, des limites, des grosses limites, comme toute technique de modélisation. Je ne sais pas si ça... Et je vais juste dire que j'étais très vite mais sur la notion d'observation. Justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on évite la projection. La projection consiste simplement à penser que l'autre adopte des catégories qui sont les nôtres, alors que l'observation permet justement de faire place à l'imprévisible et on ne s'attendait pas à ce que les grillons habitent dans les tunnels du métro, on ne s'attendait pas à ça, mais voilà, il faut l'observer. Une fois qu'on l'a observé, on reconnaît alors l'initiative des autres espèces. Oui, l'observation, c'est bien l'enjeu, par exemple, du macroscope, là, dont j'ai montré quelques schémas. Hein, c'est l'observation de l'infiniment grand, l'infiniment petit, comment le regard change en fonction de l'échelle, etc. Mais ça, c'est une grosse question. Et je pense que scientifiquement parlant, nous aurons du mal à combler, entre guillemets, la distance due justement à l'usage d'outils d'observation. Donc je pense, moi personnellement, je pense que l'observation au sens strict, du sens du mot, est impossible. L'observation directe, totale, complète est totalement impossible. Sinon, nous n'aurions plus de travail, d'ailleurs, à l'université. Est-ce que quelqu'un a une question encore à adresser à nos orateurs du jour? Moi, j'avais envie de m'aventurer dans une petite question, mais au fond qui est assez... qui vous semblera peut-être un peu naïve, hein, mais bon, on a le droit justement de s'adonner à ce genre de questions naïves, je pense, dans un séminaire comme celui-ci, notamment grâce au fait que l'interdisciplinarité fait de nous des néophytes dans tous les autres domaines que le nôtre, finalement. Mais c'était par rapport à cette idée de l'architecture comme prolongement du corps humain et de la ville qui finalement aussi comme prolongement du corps humain que tu développais, Damien, avec cette idée des besoins naturels et culturels qui donnerait une assise existentielle finalement à l'humain dans le cadre des villes. Et ça me faisait penser qu'au fond, les villes, les mégalopoles telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles sont, bon, c'est pas un processus qui est si linéaire que ça. Je veux dire, à un moment, il y a eu des choix de société, et notamment, c'est le modèle industriel, finalement, qui a généré cette centralisation démographique et qui a créé ces métabolismes un peu tentaculaires et gigantesques, quoi. Et je me demande dans quelle mesure ça peut être des organismes sains, déjà en soi, parce que j'ai l'impression qu'ils touchent tant au niveau des besoins naturels que des besoins culturels, un peu des limites, quoi. Je ne sais pas si ça peut être des assises existentielles saines, je ne sais pas si ça peut être des organismes éco-compatibles de par leur taille. Je me demande s'il n'y a pas... Voilà, et donc ça me faisait me poser la question de savoir si dans ces villes comme métabolisme, parmi les flux qui étaient théorisés, il y avait aussi les flux migratoires quelque part, parce que tout cet exode rural, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement à élargir un peu le cadre même de l'étude du métabolisme des villes pour voir les métabolismes des territoires plus larges et réorganiser, finalement, redistribuer un peu les flux de population pour générer quelque part une forme d'exode urbain qui a été fort théorisé et fort à la mode dans les années 70 et qui aujourd'hui, je ne sais pas où on en est justement dans les questions urbanistiques par rapport à cette idée qu'il faudrait peut-être réinvestir aussi les campagnes et déserter un peu la ville pour rééquilibrer et créer justement des organismes qui peuvent être sains, quoi. Donc voilà, et ça me faisait penser aussi parce qu'à la fin de ton exposé, Damien, tu prenais des métaphores, enfin, donnais des images et tu évoquais vraiment les scénarios transhumanistes, mais qui sont finalement une voie parmi les
prospection future. Il y a de tout autres scénarios qui se dessinent. Et dans ces autres scénarios qui ne sont pas transhumanistes, je me demande quelle est la place de la ville et est-ce que ça ne suppose pas, encore une fois, cet exode urbain pour redonner quelque chose de plus dans l'ordre du small is beautiful, quoi. Oui, mais donc, soyons clairs, je ne suis pas transhumaniste, hein, loin de là. Hein. C'était simplement pour montrer un petit peu la tension entre des extrêmes au cours de l'histoire. J'avais envie de commencer par quelque chose, c'est que j'ai l'impression que le niveau, entre guillemets, d'assise existentielle que peut procurer un environnement construit est lui-même évolutif en fonction des civilisations, des cultures, et peut-être même de l'âge de la vie des habitants, dans le sens où, par exemple, quand ils ont construit, après la Seconde Guerre mondiale, les premiers, on pourrait dire les premiers HLM, bon, ben, les gens qui avaient la chance, entre guillemets, d'être relogés, eux, ils étaient plutôt contents au départ, quand ils ont eu l'accès au logement. Les personnes qui venaient, par exemple, de la campagne, qui débarquaient en ville, entre guillemets, avec un logement HLM où il y avait l'eau courante, alors qu'ils ne l'avaient pas avant, ben, au départ, selon un certain point de vue, ils étaient heureux de pouvoir changer de lieu. Donc il faut chaque fois aussi remettre ça en situation, en fonction ben, justement de l'état, du niveau de confort aussi que l'on associe à une vie de qualité en fonction de l'époque et de la culture, de qui on est, de qui on vit, etc. Donc, la question de savoir, en gros, si c'est bien de construire des HLM, de construire d'aller plutôt vivre en ville ou d'aller plutôt vivre à la campagne, de vivre dans quelque chose de petit, de vivre dans quelque chose où il y a des relations. Mais cette question-là, elle va trouver des réponses différentes en fonction de la conception qu'on se fait de ce que doit être un logement ou un habitat qui permette justement d'habiter et d'avoir une assise existentielle. Donc, la question n'est pas si évidente. Alors, si on prend la situation d'aujourd'hui, une bonne partie de la population mondiale se trouve dans les villes et forcément, ces villes sont devenues, si on prend l'analogie de l'organisme, des organismes excessivement costauds, excessivement complexes, et il y a des frictions qui se mettent en place entre toute une série soit d'espèces, de vivants, de profils différents, de finalités différentes. Et il y a une autre anecdote qui pourrait permettre d'éclairer ça, parce que donner une réponse à cette question est totalement possible pour moi, et je pense pour la majorité des gens, mais peut-être pour répondre à une forme de métaphore, il y a un texte, je ne sais pas, l'auteur c'est Italo Calvino, qui a écrit un petit texte comme ça de 2 pages qui s'appelle je crois que c'est le rêve de Zobéide, où il explique que ben voilà, quelqu'un un jour a rêvé d'une jeune femme qu'il trouvait très très belle. Cette jeune femme s'est enfuie, il n'a pas réussi à la retenir dans son rêve, et cette jeune femme serait partie dans un lieu un peu étrange, et depuis il parcourt la ville à la recherche de cette jeune femme. Et puis il y a d'autres personnes qui font le même rêve et qui partent aussi à la recherche de cette jeune femme. Et puis au bout d'un moment, plus personne ne sait très bien. Alors les jeunes femmes, évidemment, c'est l'architecture. Hein. Au bout d'un moment, plus personne ne sait très bien pourquoi on cherche les jeunes femmes. Ceux qui habitent dans la cité depuis un certain nombre d'années ont oublié pourquoi ils la cherchaient. Et pire encore, ou pire ou mieux, les nouveaux venus, ceux qui arrivent dans la ville, ne comprennent pas pourquoi les gens s'étaient établis en cherchant cette jeune femme à l'époque. Et donc il y a en fonction des cycles, justement, des migrations, à la fois des êtres humains, des espèces d'animaux, etc., dans l'espace, eh bien, il y a des contours qui sont assez différents. Donc voilà, je me suis un peu éloigné, mais simplement pour dire que la réponse à la question n'est pas évidente. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce qui fait franchement peur, justement, aussi
aux urbanistes, justement, pour dire que tout le monde aimerait avoir un logement petit, small is beautiful, et que finalement, l'ensemble de l'environnement de la Terre, de la surface de la Terre, pourrait être couvert par des banlieues avec des bâtiments, avec des petits jardins, 3 mètres sur les côtés, 3 mètres devant, 6 mètres derrière, qui se suivent les uns après les autres, et puis qu'il n'y ait finalement plus vraiment de distinction entre ce que pouvait être une cité ou un lieu de connexion, de rassemblement, d'activité humaine, et ce qu'on appelait avant la nature ou la sauvagerie environnante. Ça, c'est une grosse question, c'est l'étalement urbain et la densité que l'on veut bien favoriser ou non dans les investissements. Ça, c'est une grosse question qui occupe, et Daniela va sûrement bien mieux en parler que moi, qui occupe franchement les urbanistes. Maintenant, dire habiter dans quelque chose de petit, dans un petit village avec un petit groupe de personnes qu'on connaît, etc., où on produit en autarcie et tout ce qu'on mange, etc., c'est ce qu'il faut faire. Et puis la ville, en plus, c'est pas beau, c'est moche, c'est grand, ça marche pas. Là, sans doute qu'il faut un petit peu réévaluer tout le prisme de toutes les positions qu'on peut tenir entre ces deux extrêmes. Ok, merci. Daniela, je te confie le mot de la fin alors, puisqu'on est arrivé à l'heure de fin du séminaire, mais je ne sais pas si tu voulais encore dire quelque chose ou clôturer avec... Non? Je pense qu'elle a bien parlé, mais Nathalie, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la question de Charlotte ou... C'est une question difficile, hein, la question c'est une question très difficile. Non, je pense que si on se laisse guider peut-être par le bien vivre ensemble plutôt que par la fonctionnalité, on peut trouver justement des solutions alternatives. Enfin, je pense que l'essentiel, c'est de penser cette coexistence partagée plurispéciste et que ça nous laissera peut-être aller vers autre chose que de l'hyperconcentration. Voilà, parce que c'est qu'il faut aller vers là où il y a les services, vers là où il y a les fonctions, vers là où il y a les moyens, etc. C'est aller à l'encontre de ce que des gens comme c'est Nussbaum appelle capacité. Il y a des capacités qu'on peut développer avec moins de moyens et moins de concentration qu'on développe en fait. Donc c'est ce changement qui peut être assez intéressant pour une qualité meilleure du vivre ensemble. Peut-être, Charlotte, juste très rapidement. Oui, tu as soulevé un autre point important de discussion, débat dans la recherche en métabolisme. Oui, effectivement, le métabolisme territorial est une dimension de plus en plus regardée dans nos disciplines. Aujourd'hui, on a souhaité se concentrer sur le métabolisme dit urbain, mais évidemment, on regarde de plus en plus tout ce qui est solidarité territoriale, comment la territorialisation de flux. Il y a une école, notamment en France, l'école d'écologie territoriale, auquel j'ai participé il y a quelques années aux travaux de lancement, en fait, qui s'intéresse vraiment à ça. Comment on ne peut pas comprendre le flux si on ne. Et question d'autant plus intéressante parce qu'elle remet en question la problématique de la frontière, qui justement est au centre de l'un des points discutés par Nathalie. Donc oui, c'est beaucoup plus intéressant de regarder les flux dans leur dynamique territoriale, mais il faut faire évoluer beaucoup d'outils pour que l'on puisse effectivement sortir de la cité, comment dire, parce que la cité, c'est l'unité administrative facile à mesurer, alors, sur laquelle on a des statistiques, sortir de là pour aller chercher plutôt des logiques de solidarité qui ne sont pas toujours faciles à gérer du point de vue de l'accessibilité des données. Donc, voilà, c'est un chantier, un autre gros chantier de notre champ de recherche, effectivement. Très bien. Oui. Eh bien, il me reste alors à vous remercier tous les trois pour ces exposés très intéressants et à vous dire à bientôt, donc sans doute au 25 mai pour ceux qui pourront être là pour le groupe de lecture. Et sinon, Nathalie, est-ce qu'il nous reste encore une séance du GRIS cette année? Je ne pense pas. Hein. Donc, c'était la dernière séance de l'année. Donc, voilà, merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui et aux autres séances. Et on se retrouve l'année académique prochaine pour une nouvelle année du GRIS.
Et puis ceux qui ont envie de proposer des séances ou proposer des sujets, des thèmes, etc., peuvent évidemment le faire et on essaiera de programmer de manière intelligente le CRIS de l'an prochain. Oui, et d'ailleurs, ceux qui veulent faire ça, c'est intéressant de le faire maintenant parce qu'on va commencer à plancher sur le programme de l'année prochaine. Donc voilà, si vous avez des propositions, des envies, ou que vous avez envie de piloter une séance du GRIS l'année prochaine, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos idées. Merci à vous, Nathalie, Charlotte, le comité de pilotage du GRIS pour cette opportunité et pour toutes les séances que vous avez organisées cette année. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.